Pour terminer en beauté, je vais donner la parole à Louis Schweizer, le président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, qui est l'organisatrice de ce colloque. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, d'abord, bonsoir. Je voudrais pas essayer de résumer toutes les interventions que nous avons entendues. Elles sont très riches, elles sont de grande qualité. Je ne peux pas non plus essayer de résumer les débats. Je crois que le constat, quand même, c'est qu'il y a eu des progrès. Quand je compare à ce que nous avions entendu il y a 3 ans dans le colloque sur la souffrance animale, il y a plus de progrès à faire que de progrès accomplis. Le progrès est toujours plus lent que ce que l'on voudrait ou que l'on espérerait, mais enfin, moi, je sens une dynamique à l'œuvre, et c'est vraiment la conclusion que je retire de ce colloque. Pour ma part, je voudrais évoquer brièvement 4 points. Le premier nous vient d'Allemagne. Il y a en Allemagne un comité scientifique du ministère de l'Agriculture allemand. Et ce comité, en 2015, a rendu des conclusions qui me paraissent assez fortes. Il a dit d'abord que le système d'élevage actuel ne sera plus viable, n'est pas soutenable à terme. Pas parce que, économiquement, il ne peut pas vivre, mais parce que, socialement, humainement, il n'est plus acceptable. Et donc, la première conclusion de ces experts, c'est de dire que notre système actuel d'élevage ne sera plus viable et qu'il faut donc le changer. Et ce changement, en Europe, vient des gouvernements. Nous évoquions avec le professeur Broom à déjeuner le fait qu'aux États-Unis, il vient de la société. Peut-être plus lentement, mais au fond que ce changement est à l'œuvre, ou l'exigence de ce changement est à l'œuvre dans le monde entier. Alors, nos scientifiques allemands font un certain nombre de propositions. Ils font 9 recommandations. Je ne les reprends pas en entier, mais au fond, ces recommandations sont l'application exacte de ce qui nous a été présenté aujourd'hui. Donner aux animaux d'élevage la possibilité de sortir, d'avoir de l'espace, d'exercer leurs fonctions, d'avoir une vie sociale, de mettre fin à tout ce qui est amputation, d'assurer une limitation, ce point n'a pas été évoqué, de l'abus des substances médicales ou des médicaments que l'on fait absorber à nos animaux avec d'autres soucis que la santé. Et enfin, de former tous ceux qui ont en charge d'élever des animaux. Alors, ces experts, parce qu'ils sont réalistes, disent ceci va entraîner un surcoût qu'ils chiffrent à 3 à 5 milliards d'euros. C'est des sommes pas négligeables, 3 à 5 milliards d'euros par an, ce qui représente 13 à 23% des dépenses d'élevage actuellement en Allemagne. En d'autres termes, ces experts, et c'est ça qui est intéressant, ne se bornent pas à faire une remarque générale, atemporelle. Ils disent il faut changer, ça va coûter de l'argent, voilà ce qu'il faut faire, et il faut le faire. Le second point que je voudrais évoquer, c'est le fait que le comité d'éthique de la recherche agronomique en France, que j'ai l'honneur de présider, qui travaille donc auprès de l'INRA, l'Institut de recherche agronomique, qui est le second institut agronomique en importance du monde entier, et au CIRAD, qui est le premier organisme de recherche agronomique dans la liaison nord-sud. Donc ce comité a été amené en 2015, après une étude approfondie, à prendre en compte le sujet du bien-être animal et à faire un certain nombre de recommandations que j'évoquerai aussi. Le point important, c'est que les directions générales de ces deux organismes, de l'INRA d'une part, du CIRAD d'autre part, se sont engagés à mettre en œuvre les recommandations de ce comité d'éthique.
nous avons eu le privilège d'écouter aujourd'hui un certain nombre de chercheurs de l'INRA, qui nous ont d'ailleurs fait des exposés remarquables. Mais ces chercheurs, il y en a, je crois, à peu près 70 au sein de l'INRA, sont une minorité dans des organismes dont les finalités étaient d'abord productivistes dans un premier temps, puis environnementales sur une période plus récente. Et quelles sont les recommandations de ce comité, donc, que l'INRA et le CIRAD se sont engagés à mettre en œuvre? La première, c'est de constater que le bien-être animal doit constituer une des finalités de l'élevage. Alors, ça a l'air de quelque chose de tout simple, mais au fond, c'est quelque chose de très nouveau. Les finalités de l'élevage, jusqu'à présent, c'était de produire dans des conditions économiquement efficaces une alimentation de qualité. Et là, on dit, ce n'est pas seulement ça, les finalités. La finalité, c'est aussi le bien-être animal. Alors, entendons-nous, il y a un lien entre l'efficacité d'un élevage et le bien-être animal. Ça a été souligné, il y a même un lien entre le bien-être animal et la qualité de l'alimentation alimentaire de cet animal. Mais dire que c'est une finalité en soi vient au-delà. Elle pose le bien-être en finalité en soi, éthique, indépendamment de tout motif économique. Et on voit bien qu'on rejoint très exactement ce que disent les experts du ministère allemand de l'Agriculture, qui posent le principe que l'élevage tel qu'il est, si on ne le modifie pas, est condamné. Il n'est pas viable dans nos sociétés. Et ceci est important, pas seulement aussi pour le bien-être des animaux, c'est d'abord une affaire de bien-être des animaux, c'est aussi, le comité d'éthique l'a souligné, essentiel pour le bien-être et la vie de ceux qui s'occupent des animaux, qu'il s'agisse de l'exploitant lui-même ou de ses salariés ou de tous ceux qui travaillent avec les animaux. Ce n'est pas une vie de travailler avec des êtres malheureux. Alors, au concret, de quoi s'agit-il? D'abord, il s'agit de développer encore plus les recherches à l'INRA sur le bien-être animal. Et ce développement des recherches a deux finalités. D'abord, ça a été beaucoup évoqué aujourd'hui, savoir ce qu'est le ressenti de l'animal, comment évaluer, mesurer son bien-être. Et on a vu que sur ce point, il y a des progrès scientifiques, mais il y a encore beaucoup à faire parce que, comme ça a été dit, l'animal ne se raconte pas. Il exprime des comportements, mais il ne se raconte pas. Et puis, il y a un second objet de recherche sur le bien-être animal qui est aussi important, c'est comment contrôler, évaluer de l'extérieur le bien-être d'un animal. Le professeur Broom y a fait allusion. Il est clair qu'un vétérinaire qui vient dans une exploitation agricole a besoin, ou un inspecteur a besoin de pouvoir évaluer en un temps raisonnable la réalité du bien-être des animaux qui sont là. Donc, un effort de recherche qui, dans le CIRAD, implique une articulation particulière parce qu'il faut intégrer des pratiques d'élevage, des pratiques de relation avec les animaux qui sont très différentes et qui ne se réduisent pas à nos pratiques. Le second objectif, c'est de dire le bien-être animal n'est pas seulement une fin en soi, mais il doit être intégré dans toute approche de l'élevage. Et cela veut dire que les équipes de chercheurs de l'INRA aussi doivent être non seulement fortes, non seulement constituées, mais intégrées à tous les domaines de recherche sur l'élevage. Autrement dit, il n'y a pas un secteur qui s'occupe du bien-être animal, et puis d'autres secteurs qui s'occupent des sujets vraiment importants, qui sont l'économie, l'engraissement, la réduction des aliments et tous les éléments valorisables. Les deux doivent toujours être intégrés. Une autre recommandation qui est importante, et le professeur Broom y a aussi fait allusion, ça porte sur la génétique. Les instituts de recherche travaillent beaucoup sur la génétique. Et l'objectif traditionnel est de faire des espèces animales dont le rendement soit maximisé. Et là,
la position prise, je la cite, « La sélection animale, quelles que soient les modalités de sa réalisation, ne doit pas avoir pour effet de réduire le bien-être des animaux ou de diminuer leur aptitude au bien-être. » Ce second point est aussi important que le premier. L'animal structurellement en mal-être, c'est une chose. Et on a vu des espèces qu'on a fait, je pense dans l'espèce bovine, mais on a aussi vu aviaire, qui sont structurellement en mal-être. Mais on peut aussi imaginer une sélection génétique qui crée des animaux végétaux, si je puis dire, c'est-à-dire qui soient incapables de vivre le bien-être. Et ceci est éthiquement aussi condamnable. Autre point encore, c'est de dire que l'INRA et les chercheurs, autant les directions de l'organisme que tous ceux qui travaillent, ingénieurs de recherche, chercheurs, directeurs de recherche, sont des prescripteurs en relation constante avec le monde professionnel des éleveurs. Et on le sait, en France, l'INRA a été un prescripteur des modèles d'agriculture en France. Et là, l'invitation est faite aux organismes, à leurs chercheurs, d'aller à la rencontre des professions, à la fois dans un esprit de dialogue, mais aussi dans un esprit de formation. Autrement dit, de faire en sorte de diffuser le savoir-faire du bien-être animal et de le faire de façon active. Et ceci implique, reconnaissons-le, que l'on forme aussi les chercheurs et les personnels de l'INRA à aller à cette rencontre qui n'ira pas toujours de soi. On voit bien que l'accueil sera normalement positif, mais que d'aller à la rencontre pour expliquer des choses qui n'apportent pas un avantage immédiat toujours, ou qui ne sont pas perçus comme apportant un avantage immédiat, c'est quelque chose qui exige un effort supplémentaire. Une autre recommandation, c'est que l'INRA est lui-même un éleveur et un expérimentateur. Il y a des élevages, des fermes expérimentales de l'INRA. Et que bien sûr, on ne peut pas plaider quelque chose et faire autre chose. Et donc, l'engagement de l'INRA, c'est non seulement bien sûr de respecter toutes les normes européennes ou françaises sur l'élevage agricole, c'est aussi de faire une charte du bien-être animal qu'ils s'appliquent à eux-mêmes et d'avoir pour volonté d'être exemplaires en termes de bien-être animal. En d'autres termes, il s'agit de dire voilà comment je fais et comment je souhaite que vous fassiez. Et enfin, c'est le dernier point, c'est que l'INRA participe de façon active à tous les programmes européens de recherche sur le bien-être animal. Alors, je n'ai pas tout dit, et cet avis qui fait 25 pages, qu'on peut lire sur le site de l'INRA et sur le site du CIRAD, et que je vous invite bien sûr à lire, marque à mes yeux quand même une inflexion importante qui vaut d'être notée dans cette enceinte sur l'approche de notre institut de recherche vis-à-vis du bien-être animal. Mon troisième point sera très bref, parce que c'est de dire que c'est une première que la France affiche une stratégie pour le bien-être des animaux. La présentation de M. Dehaumont, que je remercie, me dispense d'évoquer cela en détail, puisqu'il l'a parfaitement fait. Mais je dirais simplement une remarque. Je ne suis pas sûr que le prédécesseur de M. Dehaumont, directeur général de l'alimentation au ministère de l'Agriculture, serait venu à un colloque sur le bien-être animal il y a 5 ou 10 ans. Et je ne suis pas sûr qu'il y aurait été applaudi. Et donc, je veux dire que là aussi, on peut dire que cette stratégie ne comporte pas beaucoup d'éléments chiffrés, il y a encore des choses à faire, on peut progresser sur certains points, et c'est vrai. Mais le point important, c'est qu'elle existe, c'est qu'elle a été publiée, et que M. Dehaumont est venu nous la présenter. Et un de ces points de cette stratégie, et ça me fera transition avec
mon quatrième point, parce que je voudrais laisser du temps au débat cet après-midi. Une des forces de notre colloque, c'est qu'il a permis le dialogue. C'est que la France, dans cette stratégie, dit qu'elle sera proactive, positive, dans l'effort pour mettre en place des normes européennes pour le bien-être animal. Et reconnaissons-le, quand, avec Jean-Claude Nouette, j'allais à Bruxelles il y a quelques années, parler des progrès possibles en matière de réglementation européenne pour le bien-être animal, la France n'était pas toujours perçue comme le pays qui soutenait le plus activement des normes plus rigoureuses et plus sévères. Et donc, je vois là l'espoir que cette vision de la France ne soit plus actuelle et que maintenant, en lien avec l'Allemagne, l'axe franco-allemand se retrouvera, la France et l'Allemagne plaident pour des réglementations européennes qui permettent effectivement de faire progresser le bien-être animal. Alors mon quatrième point, c'est justement l'international. L'international, c'est central pour trois raisons. Le premier, c'est que bien sûr, les animaux habitent la terre entière et que, au fond, il n'y a pas de logique à dire on s'intéresse aux animaux dans telle zone, dans tel pays ou dans tel autre. La seconde, c'est que les animaux, vivants ou morts, voyagent dans le monde entier et que ce commerce est source d'une pression concurrentielle qui comporte en lui la menace que la plus mauvaise pratique, la pratique qui n'est orientée que vers le gain financier immédiat, bloque les progrès des meilleures pratiques dans d'autres pays. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si la Suisse, qui a un système très protégé, peut être en flèche sur la protection animale. Et puis, le troisième problème de l'international, c'est que, bien sûr, à l'international, il y a beaucoup moins de capacité d'expression de l'opinion et de capacité politique. Et donc, l'équilibre joue plus en faveur de l'économique et moins en faveur de la demande sociale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, clairement, il faut soutenir, ça a été remarquablement dit ce matin, l'action de l'OMC et les progrès de l'OMC pour lier le libre-échange au respect de normes animales. Ça veut dire que dans les négociations internationales entre l'Union européenne et l'Asie d'une part, le Japon d'une part, les États-Unis et les Amériques de l'autre, l'exigence de bien-être animal soit bien portée par les négociateurs. Et le lieu d'action, je le redis, pour cela, c'est le Parlement européen qui doit approuver ces traités commerciaux et où, je pense, l'opinion peut s'exprimer avec vigueur. Et puis c'est aussi le soutien de l'Union européenne. Il y a des domaines où, de façon évidente, l'Union européenne a été un facteur de progrès. Et je pense que le domaine du bien-être animal, je le redis, est un de ces domaines où l'Union européenne a été un facteur de progrès. Voilà, je voudrais maintenant conclure sur deux remarques. Revenir d'abord sur cette dimension internationale. Nous avons fait venir ici, comme dans notre colloque il y a 3 ans, des savants et des experts du monde entier. Et je dois dire que je me réjouis que la science, dans ce domaine, soit effectivement internationale. C'est aussi important de faire venir les acteurs du monde entier parce que, à la fois, nous pouvons apprendre des meilleures pratiques et nous voyons bien que les plus mauvaises pratiques, elles, sont contagieuses. Et donc, il y a une sorte de lutte au niveau international entre le progrès qu'on tire des meilleures pratiques des autres et ce qui tire vers le bas, qui sont les plus mauvaises pratiques, qui, elles, sont contagieuses. Et ma conviction sur ce domaine international, c'est que le progrès en matière de bien-être animal sera international ou il ne sera pas. Et ceci nous crée à la fois des possibilités d'action et des défis.
Ma seconde remarque, elle est plus nationale. En France, on l'a vu dans... Non, ce n'était pas en France, c'était dans un autre pays, mais nous le savons, toutes les enquêtes le montrent, l'immense majorité des hommes et des femmes sont en faveur du bien-être animal. On peut faire des sondages, je veux dire, le soutien est toujours massivement majoritaire. Mais la réalité, au moment du débat politique, est que cette immense majorité est très mal organisée vis-à-vis d'une minorité qui, elle, est beaucoup mieux organisée et, de ce fait, souvent beaucoup plus efficace que cette majorité. Et donc, il est essentiel pour ceux qui sont des militants actifs du bien-être animal, et je crois que dans cette salle, nous le sommes tous d'une façon ou d'une autre, à se constituer en réseau, à organiser l'action commune et à chercher des alliés. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous aurons beau avoir raison, nous aurons beau être majoritaires, nous ne gagnerons pas. Et, au fond, notre objectif, c'est bien de trouver des alliés pour travailler avec eux. J'ai eu plaisir, il y a peu de jours, le 24 novembre, à participer à un colloque organisé sur le même sujet du bien-être animal par l'Ordre des vétérinaires, présidé par le docteur Bossier. Alors on pourrait dire c'est une concurrence de colloques à 10 jours d'intervalle. Je constate que ces deux colloques sont également de succès. Et que, au fond, sans l'alliance des vétérinaires, nous n'avons pas beaucoup de capacité d'action en France. Et donc, et le directeur général a aussi souligné qu'il était vétérinaire. Donc, ça l'intéressait à notre sujet. Mais donc, je pense que c'est très important, si nous voulons transformer nos idées et nos opinions en actions concrètes, que nous nouions ce réseau d'alliances, cette convergence d'actions qui donne l'efficacité. Voilà les messages que je voulais présenter en conclusion. Ils ne sont pas aussi séduisants, vivants que certains de ceux que vous avez entendus, mais j'espère qu'ils nous permettront, dans un prochain colloque, peut-être en ferons-nous un sur les animaux sauvages, dont nous n'avons pas beaucoup parlé, ou les animaux qui ont vocation à être sauvages, c'est une catégorie un peu différente, mais qui nous permettront aussi de mesurer l'accélération du progrès que nous espérons tous. Merci.